Bien, merci beaucoup. Alors, on va rester dans la thématique du vocabulaire et de l'obsession du vocabulaire avec ma communication. Le cinéma, en tant qu'industrie culturelle, est tributaire de moyens techniques d'enregistrement et de diffusion. Leur renouvellement entraîne des changements notables dans la réalisation. Pour tout professionnel du cinéma, c'est une évidence. Mais qu'en est-il dans les discours des différents médiateurs ? Alors, cette communication va faire écho aux propos d'André Gaudreault sur le vocabulaire. Elle se présente assez simplement comme une observation des représentations linguistiques et visuelles dans la presse des objets qui font la matérialité du cinéma. Alors, ces objets, vous les connaissez, ce sont les sunlights, les spotlights, les caméras, les trépieds, les bobines, la pellicule, le studio, les écrans, etc. Naturellement présents dans les pages spécialisées de la fin des années 1920 et dont le cinéma est le principal sujet, on les rencontre pourtant rapidement ailleurs dans les pages du journal. Le but de ma démarche est donc double, repérer les mots pour représenter le cinéma dans la presse générale, les connotations que l'on voit apparaître, les réseaux lexicaux qui vont forger les stéréotypes, les effets de mode. Observer ensuite comment l'imaginaire du cinéma qui se construit autour de ces objets imprègne peu à peu la presse de différentes manières, dans la manière de raconter le quotidien et aussi dans la mise en page du journal. Pour ce faire, je procéderai à des allers-retours entre la page cinéma de grands quotidiens, le journal, le matin, le petit journal, le petit parisien, l'intransigeant, et les pages d'information de ces mêmes journaux. À ce corpus, j'ajouterai le magazine Détective, un hebdomadaire de faits divers, a priori sans lien avec le monde d'Hollywood et pourtant fortement marqué par cet imaginaire. Mon propos sera organisé en 3 temps. D'abord la technique comme sujet privilégié de la page cinéma, ensuite les mots du cinéma entre stéréotypes et recherche stylistique, et enfin l'influence sur la mise en page du journal. Mais sans plus tarder, revenons à la citation qui sert de titre à ma communication, donc un baiser qui ne dure pas 30 secondes, mais qui mesure 6 mètres 75. Alors, dans la page spécialisée, l'emploi du jargon cinématographique est attendu et fonctionne comme un garant de l'expertise des journalistes critiques. Dans Le Matin, le journaliste Pierre-Gilles Weber, qui est le grand-père du réalisateur Francis Weber et qui est lui-même écrivain et scénariste, en fait un usage abondant. Sa chronique hebdomadaire propose une réflexion sur l'évolution du cinéma qu'il aborde par un biais technique. Pour lui, le cinéma est avant tout une industrie. Il file d'ailleurs très souvent la métaphore de l'usine. Et c'est aussi un savoir-faire soumis aux avancées du matériel. Weber rappelle sans cesse que les formes sont tributaires des contraintes économiques et techniques, ce qui intéresse bien sûr le chercheur en poétique historique. Dans Le Matin, il est par exemple le seul à utiliser le terme de bobine dans son sens spécialisé. Ce dernier peut désigner l'objet en lui-même, donc le cylindre métallique, mais Weber l'utilise surtout comme unité de mesure de la bande de film. Un long métrage devient ainsi un 6 bobines, un court comique devient un 2 bobines. Parfois, c'est presque un équivalent de chapitre sous sa plume, c'est-à-dire une unité de mesure du récit. Et c'est la citation que vous avez derrière moi. Alors, obligatoirement, réglementairement, un baiser de 6,75 m en gros plan devait clôturer la séance. Même si le scénario ne nécessitait pas ce baiser, on l'imposait à l'auteur. Dans la vie, les gens avaient beau se heurter à des situations tragiques ou à des drames quotidiens, le cinéma ne voulait pas les connaître, tout au moins à l'instant de la dernière bobine. Tel était l'usage impératif que les éditeurs promulguaient dès la lecture du scénario. Donc ici, dernière bobine désigne le dénouement, de même que la longueur en mètres de la pellicule dit le temps long du baiser. La matérialité du film sert l'analyse, Weber montrant ici le côté stéréotypé des films sentimentaux. Peu importe l'histoire, la dernière bobine est réservée pour un dénouement heureux. Le motif du baiser occupe en moyenne un certain nombre de mètres sur la bande. Ces contraintes sont imposées aux auteurs par les producteurs. Au-delà de cet usage critique, plus généralement, les machines et l'outillage sont un sujet important des écrits sur le cinéma dans la presse. L'arrivée du sonore est bien sûr le cas le plus emblématique de ce type d'article, destiné aussi bien aux initiés qu'aux profanes. Et ici, par exemple, vous avez un reportage dans un studio par le Petit Journal. C'est un reportage qui est feuilletonné, qui se raconte donc sur plusieurs jours, et on y voit la volonté de vulgarisation, de présentation des machines du cinéma en photo, un sunlight et la console de contrôle du son.
Le cinéma, au même titre que d'autres objets, comme par exemple l'automobile ou encore l'avion, toute la thématique de l'aviation, deviennent des emblèmes de la modernité. Un traitement binaire, structure logique assez typique du sujet, se met en place, transformant le cinéma soit en objet d'émerveillement, sous le signe de la prouesse, de l'innovation, du progrès, soit en sujet d'inquiétude, avec ses dangers, ses dérives, ses risques. À titre anecdotique, mais représentatif de cette dualité, on peut citer un petit fait divers tiré du journal qui relate une escroquerie à la caméra en 1931. Alors, un homme dans une belle voiture se fait alpaguer par un opérateur de cinéma qui lui propose de le filmer au volant de son bolide contre une certaine somme d'argent. L'homme accepte, il paye, il se fait filmer, puis on l'invite à venir chercher son film le lendemain au siège de l'entreprise. Bien sûr, cette entreprise n'existe pas. Ce fait divers nous montre l'attrait pour ces nouveaux appareils d'enregistrement à un double niveau. Celui du riche conducteur qui se fait piéger, mais aussi celui du lecteur. En effet, si le journal choisit de rapporter cette histoire, c'est qu'elle apporte une variation au cas d'arnaque en mobilisant l'imaginaire de la modernité. Mais cette fascination n'est pas sans risque, comme le montre la chute du fait divers, et le lecteur doit malgré tout se tenir sur ses gardes face à ces nouveaux dangers. Alors, dans un petit article au ton humoristique tiré d'Excelsior, le tournage d'un documentaire devient également l'occasion de rejouer la rencontre entre nature et culture, entre tradition et modernité. Pratiquement, c'est un cinéaste qui a découvert l'archipel d'Aran. Il y est allé pour tourner un film, et ça n'a pas été commode. Il a dû passer 18 mois dans ces îles. Les habitants ne voulaient rien savoir. La caméra leur paraissait une invention du diable. Le sunlight leur causait des frayeurs insurmontables. Les habitants des îles irlandaises sont terrifiés par les machines cinématographiques, représentant le progrès, un peu comme les Indiens dans les récits de conquête des Amériques face aux armes à feu. L'article est repris dans le temps et les superstitions de ces indigènes concentrées dans l'épithète diabolique. La modernité technique est aussi souvent liée à la question du danger et de la prouesse technique accomplie soit par les chasseurs d'images, qui est d'ailleurs le titre d'un film des années 30, véritables héros des temps modernes, qu'il s'agisse de documentaristes tournant des images de la nature sauvage. Alors, c'est la citation que vous avez là-haut. Ici, donc, un film qui est tourné dans un cadre de haute montagne, où il est question de provoquer des avalanches pour les filmer. Qu'il s'agisse de reporters partis en terre hostile ou de caméramans sur des tournages en posture dangereuse, comme ici, donc, dans un ballon. Weber raconte bien le quotidien type d'un journaliste envoyé sur le front pendant la guerre d'Abyssinie, le transformant en un vrai récit d'aventure, notamment ici en usant du présent de narration. Je vais simplement lire la fin de l'extrait. Donc, l'eau manque, la pellicule se recroqueville, comme une peau de chagrin, la censure militaire traque ces pauvres cinématographistes. Au passage, on repère un des termes que vous avez cité tout à l'heure. Et pour saisir la phase importante d'un mouvement d'armée ou d'un combat, il faut être en première ligne. Les tourneurs de manivelle risquent une balle de fusil ou de mitrailleuse, un éclat d'obus et l'animosité personnelle des guerriers abyssins qui confondent la caméra et son trépied avec les armes offensives. Mais en même temps que ces termes techniques servent l'héroïsation des cinéastes, relevant leur péril pour en faire des hommes et des femmes d'exception, ils opèrent aussi, et paradoxalement, une banalisation, ou plutôt une naturalisation du cinéma, grâce à leur présence massive dans d'autres espaces du journal quotidien. Caméra, caméraman, sunlight, omniprésents dans les pages d'information, disent désormais la coprésence des journalistes de la presse écrite et de la presse parlée, autrement appelée les actualités filmées, lors de cérémonies, d'événements, car le photographe est désormais rejoint par le caméraman. Et ici, vous avez une série d'exemples. Les photographes et caméras s'emparent de M. Walker, qui se prête avec une grâce toute souriante aux exigences de l'actualité. Donc, c'est presque un automatisme de langage, et celui-ci est significatif. Le journal écrit n'a plus le monopole de l'information. Cela se voit dans ses pages, puisque les salles d'actualité filmées font leur publicité à grand renfort d'encarts, comme ici par exemple pour le Cinéac. C'est un témoignage indirect de la mise en place d'une information qui est multicanale, transmédiatique, avec en arrière-fond la création de gros groupes de médias, alliances de journaux quotidiens, hebdomadaires, de radio, d'actualité filmée.
Et d'ailleurs, on sait très bien que les journaux investissent dans des salles d'actualité filmées, comme par exemple l'Intran ou encore le journal. Outre dans les articles d'information, ces termes apparaissent également massivement dans les publicités pour le matériel cinématographique à usage privé. L'acte de filmer est rendu accessible au plus grand nombre. Vous conserverez vivants et animés tous les souvenirs de votre vie, nous dit donc une publicité pour la pâté baby, loin des images héroïques décrites précédemment. Donc innovation, danger, héroïsation, banalisation, telles sont les deux modalités qui permettent de parler du cinéma dans la presse non spécialisée des années 30 et dans lesquelles on retrouve les mots du cinéma. Ces derniers sont d'ailleurs largement commentés pour eux-mêmes, on en a déjà eu un très bon aperçu tout à l'heure, et font l'objet de nombreux articles. Alors, comme la terminologie... On reviendra là-dessus tout à l'heure. Comme la terminologie n'est pas encore clairement établie et que le lexique est en cours de naturalisation, l'italique et les guillemets sont fréquemment utilisés pour mettre en relief ces mots. Le terme de caméra, emprunté à l'anglo-américain movie camera autour des années 1900 selon Alain Ray, seul est encore assez peu fréquent et alterne avec celui d'appareil de prise de vue cinématographique ou caméra de prise de vue cinématographique. Cet emploi montre que le terme ne se suffit pas encore à lui-même puisqu'il est complémenté, mais qu'il conserve son sens originel plus large en fait d'appareil. Caméraman alterne avec opérateur de prise de vue, opérateur, cinématographiste ou encore camérier. L'orthographe pour caméraman n'est pas établie sûrement, on hésite entre la soudure et le trait d'union. L'accord est fait soit à l'anglaise, soit à la française. Pour les deux emprunts, on hésite à ajouter un accent. Ce malaise dans la désignation peut être explicitement exprimé. Un journaliste du Matin, après avoir employé la longue périphrase pour désigner la caméra, fait le commentaire suivant « Il faudra bien finir par lui trouver un nom ». L'emprunt à l'anglo-américain Sunlight, qui alterne avec projecteur, semble particulièrement à la mode, comme en témoigne le titre d'une chanson de Maurice Chevalier, Living in Sunlight, de l'année 1931. Alors, une étude de la fréquence du mot est assez éloquente à première vue. Ici, en rouge, vous avez les occurrences du mot sunlight dans la presse. Alors, il faut cependant se méfier, car la principale occurrence donc, entre les années 1920 et 1940 ne vient pas des pages du cinéma, mais d'un savon, le savon Sunlight. Une fois qu'on a évacué le savon, le cheval, qui porte aussi ce nom, encore une fois, ou encore la chanson, qui démontre quand même que le mot fascine l'époque, l'emploi de Sunlight reste emblématique de la période des années 30-40 pour parler du cinéma. Sunlight au pluriel, mais aussi au singulier, n'est pourtant pas le terme technique américain pour désigner les projecteurs au cinéma. Sunlight, presque plus que caméra, devient par métonymie l'emblème du cinéma. Ainsi, Hollywood est appelée la cité des Sunlight, la Mecque des Sunlight, et les réalisateurs font partie du Gotha du Sunlight. Le syntagme figé sous ou devant les Sunlight apparaît pour dire au cinéma et concurrence largement devant la caméra. Alors, loin des caméras, sorte d'antonyme de la précédente locution, devient aussi récurrente lorsque des articles se concentrent non plus sur les films, mais sur la vie des actrices et des acteurs, accompagnant ainsi le phénomène de starisation. L'évolution de l'usage du mot sunlight va à rebours de celui de caméra et de caméraman, alors que ces derniers ont été complètement assimilés et naturalisés dans la langue française. Aujourd'hui, ce sont les seuls termes utilisés. Au contraire, sunlight est quasiment sorti d'usage, remplacé par projecteur ou lumière. L'usage autonymique signale entre autres l'emprunt à une langue étrangère, attirant l'attention sur leur étrangeté, ce qui est une manière de redoubler la rivalité entre le cinéma français et le cinéma américain, thème majeur des articles sur le cinéma. La rivalité sur les écrans se rejoue ainsi dans les mots du journal, avec les anti et les pro-américains. Cette interview de Marcel Pagnol illustre bien la colonisation du cinéma étranger sur le territoire français. Voilà ce que dit Marcel Pagnol. Pour nous impressionner, les Américains baptisent tous les accessoires du studio de noms américains. Maintenant, on peut me parler de caméraman, de spotlight, de sunlight, je n'ai plus peur.
Ailleurs, dans l'œuvre, la vitalité d'une langue est prouvée, selon un journaliste, par sa capacité à rejeter les mots étrangers ou à les acclimater, et ce dernier de conclure à la faiblesse du français. Grâce à cet exemple, nous n'avons même pas encore trouvé d'équivalent à Sunlight. Au contraire, le critique de cinéma Boissivon, dans l'Intrant, consacre un article aux mots étrangers dont nous avons besoin, et je crois que vous l'aviez dans votre exposé. Boissivon écrit si nous employons parfois les mots d'Hollywood, c'est qu'ils répondent à une nécessité. Le sunlight ne peut pas être traduit par la lumière du soleil, le spot par le petit appareil qui fait une tache de lumière ronde. On voit que ce débat sur les emprunts linguistiques rejoint en fait un sujet beaucoup plus large de l'époque, celui de la question de l'américanisation de la culture, vue tantôt comme un bienfait, tantôt comme une menace. Ces mots du cinéma suscitent autour d'eux des réseaux lexicaux privilégiés, chargés de diverses connotations. Celle qui domine pour le cinéma est sans doute l'idée de danger, liée à ce que l'on a vu précédemment sur la modernité, le métier, la concurrence. Un premier réseau se concentre autour de la locution « les feux des sunlight ». Alors, vous avez quelques exemples derrière moi. On voit que le sunlight, lumière magique, appelle à lui les phalènes de tous les mondes qui viennent y brûler leurs ailes et consumer leurs espoirs. La locution est créée à partir de la chaleur, de la lumière réelle dispensée par le projecteur sur le modèle des feux de la rampe. Cinéma et théâtre sont bien sûr très souvent comparés. Les deux sont source de vaines promesses de gloire, mirages, comme on le voit ici avec l'image des phalènes représentant les frêles actrices. Un second réseau, propre au cinéma, qui vient du bruit, du volume, de la forme du matériel cinématographique, est tissé dans la presse, celui des armes à feu. On se souvient que les indigènes d'Abyssinie confondaient les caméras avec les armes à feu. Et bien, les journalistes jouent volontiers de la comparaison. Le mécanisme compliqué d'un appareil qui va le mitrailler à raison de 16 images à la seconde, ou encore la traditionnelle fusillade des caméras. La répétition de ces mêmes images concourt à la fixation de formules toutes faites et de stéréotypes. Syntaxiquement, la caméra est rarement complément, par exemple avec la caméra, mais très souvent sujet. La caméra en profite, c'est les exemples suivants, la caméra en profite pour saisir quelques vues. La machine semble donc se passer de l'humain. Cette personnification est renforcée par des épithètes animées, la sévère, l'impitoyable, l'indiscrète caméra, traduisant la nouvelle vision qu'apporte le cinéma, avec une lumière et un cadrage qui donnent l'impression d'une mise à nu que ne procurait pas le théâtre, souvent cité en opposition. Pour désigner l'action de jeu, un verbe est choisi en conséquence, complétant cet imaginaire du danger et de la menace. Les acteurs affrontent la caméra. Cette personnification donne aussi lieu à une comparaison ultra courante. L'objectif devient l'œil, et même parfois les yeux de la caméra, tantôt pour en faire un nouveau spectateur par opposition au public du théâtre, tantôt pour évoquer la vision cinématographique. Le stéréotype se fixe très rapidement et l'on peut presque parler de catachrèse tant ce terme semble l'emporter sur celui d'objectif. L'oreille du micro, image souvent présente en parallèle dans les années 30, n'a pas eu la même fortune, puisque autant on continue à dire l'œil de la caméra, autant l'oreille du micro a disparu. Donc en même temps que se figent ces éléments lexicaux et que se banalisent ces images pour parler du cinéma, les journalistes spécialisés au contraire s'emploient à défiger les stéréotypes, à faire vivre ces mots par exemple en renouvelant des expressions figées. Ici, rien de nouveau sous le sunlight au lieu de soleil, ou encore une variation sur le thème qu'on a aperçu tout à l'heure du mirage du cinéma, le sunlight ment comme il brille. Logiquement, c'est sous la plume des critiques de cinéma qu'on rencontre le plus de travail stylistique, les mots du cinéma changeant de statut puisqu'ils deviennent les comparants et non plus les comparés. Par exemple, pour l'Écho d'Alger, le discours tenu dans un film est clair comme un sunlight. À l'occasion d'un concours d'acteurs organisé par le journal, une jeune fille a l'œil brillant comme un sunlight. La chronique de Weber, dont on parlait tout à l'heure, est aussi assez riche en images. Pour ses vœux de l'année 1929, le journaliste file ainsi la métaphore de la bobine et du film pour évoquer la nouvelle année. Et voici ce qu'il écrit. « L'an 9 est une bobine de pellicule en 365 parties qui va s'impressionner à la lumière des jours. Nous sommes pleins d'espoir devant ce film vierge et nous souhaitons de tout notre cœur que la production française tienne une place prépondérante dans le déroulement magnifique de cette immense bobine. » Mais ces images dépassent largement
la page spécialisée. Le Sunlight peut ainsi être convoqué pour rendre compte de la lumière extérieure. Un journaliste envoyé sur les lieux d'une inondation constate qu'il règne un soleil blanc au reflet artificiel de Sunlight, pour dire le paysage de désolation qui s'étale sous ses yeux. Dans les 2 derniers extraits, un procédé filmique est utilisé à titre de comparant pour essayer de rendre compte à l'écrit d'une impression ressentie par le journaliste. Alors, le premier, avec le plan large, concerne la construction d'un pont. Le panorama tourne comme au cinéma lorsque la caméra décrit un mouvement de rotation. Le second décrit un mouvement de grève. Et c'était bien un véritable fleuve humain qui coulait sur les boulevards, donnant à ces grandes artères une physionomie de promenade dominicale vue par une caméra au rythme accéléré. Le passage par cette comparaison est censé rendre plus lisible la réalité décrite par l'article, montrant la familiarité des lecteurs avec les prises de vue cinématographiques. Des fictions intègrent aussi ce type de comparaison. Que ces fictions soient à thème cinématographique ou pas. Ainsi, dans une histoire de cow-boy, l'éclair de génie qui symbolise en général la bonne idée devient une lumière de Sunlight qui illumine l'âme du personnage. Alors, plus audacieuse, c'est la dernière citation, la dernière expression qui n'est pas rentrée dans le dictionnaire des expressions françaises. Pour dire qu'on a peu de chances de réussir, autant signaler un Sunlight à une top en plein hiver. Alors, on remarque quand même que l'auteur des 2 dernières expressions, c'est Weber, toujours le même journaliste, ce qui explique en fait ces emplois originaux de ces termes dans des nouvelles. Alors, pour mon dernier point, je vais aborder l'influence de ces mots dans la mise en page et dans la maquette générale de la presse. Donc à une autre échelle, celle de l'économie globale du journal, ces mots et ces images de la technique cinématographique vont avoir un impact. D'abord, ces mots structurent la maquette des journaux par le rubricage. La rubrique écran et studio dans la semaine du cinéma du journal fonctionne par métonymie. Ces 2 lieux, par un lien de contiguïté, désignent les films et les tournages. Sujet des articles. Sous l'œil des projecteurs présentent les films de la semaine dans Excelsior. En 1927, la page cinéma du journal a sa rubrique par film spécial, jeu de mots avec le fil spécial du Télégraphe, permettant aux journaux depuis la fin du XIXe siècle de publier de brèves nouvelles très rapidement. Et ici, c'est une rubrique de brèves, mais spécialisée dans le cinéma. Mais d'autres espaces non spécialisés sont affectés. Depuis 1917, Clément Vautel rédige en une du journal une rubrique quotidienne qui s'intitule « Mon film ». Il reprendra ensuite le titre de sa chronique pour raconter les épisodes de sa vie dans ses mémoires de journaliste. Dans l'Almanach Détective de 1930 et 1931, on trouve une rubrique qui s'appelle « Détective film ». Le motif de la pellicule est utilisé pour récapituler les faits divers de l'année, cette présentation permettant naturellement la juxtaposition des affaires en plaçant les illustrations des faits divers de l'année dans les différentes cases successives de la pellicule du film. La bobine véhicule aussi l'idée d'enrouler et de dérouler, donc de remémoration et d'exposition, fonctionnement naturel de l'almanach. Le même titre est donné, Détective film, donc, pour présenter les grands procès de l'année. Mais Détective utilise aussi cette métaphore de manière beaucoup plus généralisée dans ses pages hebdomadaires. Le sous-titre « Film de la semaine » désigne tantôt les petits faits divers, tantôt les petits procès de la semaine. La page cinéma, devenant incontournable, comme on l'a vu précédemment, elle donne lieu à des imitations satiriques, comme ici, dans Paris Soir, en 1933, où les cibles sont à la fois le milieu du cinéma et les hommes politiques, comme on le voit dans... par exemple, ses brèves, à l'humour potache. Ainsi, Joséphine Baker fera du dessin animé en 3 mots, blague sur le cinéma, ou une autre brève, le film Allô Berlin, ici Paris, vient de subir une étrange mésaventure. La censure française a supprimé les mots Allô Berlin, la censure allemande, les mots ici Paris. Et donc là, on voit que l'humour concerne plutôt les tensions internationales. Les genres et sujets habituellement présents sur cette page sont représentés. On a vu qu'il y avait la reprise du bandeau, ce bandeau si caractéristique qui a aussi été repris par Pierre Carl pour le moteur de recherche.
Les brèves, les propos sur le lexique, cette obsession du lexique, avec ici quelques échos. Par exemple, qu'est-ce que c'est la censure? C'est un moyen de publicité pour film moyen. Qu'est-ce que c'est un documentaire? C'est un film qui apprend la patience. Et au passage, dans ce lexique, on retrouve notre mot sunlight, soleil qui fait voir les étoiles en plein midi. On retrouve également, bien sûr, une forme privilégiée, l'affiche de film, sous forme de photomontage, où les hommes politiques sont transformés en acteurs. Et je vous en donne un petit aperçu. Voilà. Enfin, il y aurait sans doute fort à dire sur l'empreinte visuelle de la communication cinématographique sur les pages du journal quotidien, et je crois que Pierre Karl va nous en parler juste après. À commencer par l'impact de l'affiche, omniprésente en tant que publicité dans le journal. Et ici, par exemple, on peut voir que ce motif des grosses têtes découpées qu'on peut observer sur les affiches se retrouve ensuite dans les pages du journal, aussi bien dans un journal hebdomadaire, ici c'est Police Magazine, que dans Détective ou encore Le Crapouillot. Le motif du médaillon, qu'on retrouve donc pour présenter les acteurs, mais qui va ensuite être utilisé dans Détective pour les victimes et pour les assassins, ou encore certaines poses de stars que vous avez là donc dans les pages de cinéma et qu'on retrouve dans Détective pour la page Confession, ou encore en une pour présenter ici la femme d'un escroc. Mais pour ce qui nous concerne, on va se cantonner à ce que j'ai essayé d'étudier depuis le début, c'est-à-dire les objets du cinéma. Le magazine Détective, qui soigne particulièrement sa mise en page, utilise systématiquement la métaphore visuelle de la bande et de la pellicule, ici pour présenter ses collaborateurs, et donc de manière tout à fait gratuite, mais aussi pour traiter de certains faits divers où cette disposition est reprise implicitement et parfois appuyée par des infographies suggérant la pellicule, donc ici particulièrement. Comme le stéréotype du roman pour médiatiser une affaire que l'on va séquencer ensuite en chapitres, ici ce nouveau stéréotype plus visuel permet aussi une mise en scène de la narration, mais par l'image. Cette disposition implique l'idée de déroulement et permet de raconter une histoire en juxtaposant des photographies. C'est une sorte d'intermédiaire entre le reportage photographique et le roman photo d'après-guerre, où l'image est narrativisée. Alors, très rapidement pour conclure, avec ces derniers exemples, on peut dire que l'imaginaire du cinéma imprègne en profondeur le journal, puisqu'il a un impact sur la mise en page et sur le style de l'écriture au quotidien. Cette petite étude lexicologique semble donc montrer comment l'imaginaire du cinéma imprègne puis informe la presse des années 30 en tant que nouveau média et que nouvelle représentation, rendant ainsi très concrète l'idée de culture transmédiatique qu'une étude seule du journal aurait tendance à minimiser et qu'il faut bien prendre en compte si on veut étudier la culture dans ces années-là. Je vous remercie.